Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Valeo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, encore un donc. Oh là là, ça commence à m'emmerder tout ça. Alors, nous avons une entité ici qu'on a déjà eu à mentionner pas plusieurs fois, mais je pense qu'on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, je vais revenir ici rapidement. Vous pouvez déjà voir ici que c'est pas un business que je pense pas que je l'avais apprécié la première fois. Et je pense pas qu'aujourd'hui ça va changer. Mais certains sont investis ici. Je rappelle que l'avenir de Valeo est extrêmement lié à l'avenir ici des différents ici clients finaux. Donc, à savoir les clients dans le secteur automobile. Ok. Donc, généralement, ici, dans ce genre de produit, je pense qu'il y a des contrats, pas à long terme, mais sur une période de 3 à 5 ans par là. Parce que très souvent, si vous équipez ici un modèle, il y a de grandes chances que vous restiez à peu près l'équipementier pour ce modèle-là, dépendamment de ce que vous fournissez. D'accord, de ce modèle-là jusqu'à ce qu'il ne soit plus produit. OK. Et n'oubliez pas également que les OEM, comme on les appelle généralement ici, européennes, sont généralement plus stables que les OEM parce qu'il y a plus de choix en Europe. Vous avez Renault, vous avez Stellantis, vous avez Volkswagen, vous avez également quelle compagnie, j'ai oublié, le nom va m'échapper alors que je l'ai sur le bout de la langue ici. Bref, vous avez plusieurs constructeurs en Europe. Et en tout cas, il y en a plus de 3, je pense bien. Donc, Mercedes-Benz, ok. Donc, vous avez Mercedes, vous avez Volkswagen, vous avez BMW, vous avez Stellantis, vous avez Renault. Ça fait déjà, on est déjà à peu près combien? Nous avons 5. Alors qu'en Amérique du Nord, vous avez Ford et qui? Voilà. Vous avez Ford et General Motors. Donc, la base client est plus diversifiée en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les OEM américaines sont moins bonnes que les OEM européennes. Déjà, quand on parle de OEM ici, vous allez voir, vous avez des entités comme... comment on appelle encore ça? Quand on dit eux, ce sont des sous-traitants. Parce qu'en fait, fabriquer une voiture, c'est juste assembler des parties. D'accord? Et les parties, en fait, proviennent de différents sous-traitants ici. OK? Donc, ici, quand on parle Mania, par exemple, Mania International, c'est une compagnie nord-américaine, mais c'est très beau à voir. En tout cas, pour son secteur d'activité. Vous avez Linamar, la canadienne. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous constatez ici que c'est également très beau à voir. Elle est constamment sous-évaluée parce que c'est comme ça que c'est... En fait, c'est pas le genre de business qu'on va payer à plus de 15 fois les bénéfices. Et encore même parfois 10 fois les bénéfices. On est même déjà bien content de les avoir à ces niveaux-là. OK? Donc, vous avez les Linamar, etc. Bref, il faut également regarder les free cash flow, pas juste les bénéfices nets ajustés ici. Et il faut également regarder la concentration des clients, etc. Alors, je reviens sur Valeo. OK? Donc, si Valeo vous intéresse, vous devez lire sur le secteur automobile en Europe également. Qui sont ses clients, etc. D'accord? Comment est-ce qu'on négocie les contrats ici? Qu'est-ce qu'elle produit? Et est-ce que ce n'est pas, ces produits-là ne vont pas, est-ce que par rapport aux produits qu'elle vend ici aujourd'hui, est-ce que le marché ici de la voiture électrique présente de nouvelles opportunités? D'accord? C'est toujours intéressant à aller regarder de façon, je ne sais même pas ce qu'elle fait précisément ici. Mais bref, vous avez ces différents éléments-là. Alors, on va regarder ici les éléments quantitatifs rapidement. Revenu en dents de scie, mais croissant. Est-ce que nous avons une compagnie ici qui fait beaucoup d'acquisitions? Moi, très peu. Enfin, je pense pas que ce soit ces acquisitions-ci qui puissent avoir un impact aussi élevé sur cette compagnie. Dans tous les cas de figure, elle en fait. OK. Maintenant, la marge brute. 17%, c'est quand même stable. D'accord? La marge EBITDA. Est-ce qu'elle est stable également?
plutôt stable, on va dire. On va dire plutôt stable par rapport à ce qu'on avait connu par le passé. Ici, c'est une marge brute plutôt stable. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une marge EBITDA plutôt stable. Donc, dépenses opérationnelles a dû augmenter ici. Si on a des marges EBITDA ici qui sont moins élevées que ce qu'on a de l'habitude d'avoir. OK. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. On n'aime pas. Dette nette sur EBITDA, 2,3 fois. Alors, on va s'arrêter quelques secondes ici. J'aime souvent aller regarder la dette nette sur EBITDA inférieure à 5. OK. Il y a des entités comme les OEM, comme les compagnies automobiles. 5, c'est trop. Un peu moins de 5, même, disons en dessous de 3 même, ça pourrait être, c'est déjà beaucoup. Aux alentours de 3, c'est déjà beaucoup pour ce type d'entité-là. Parce qu'elles sont très cycliques. Et ce sont généralement des business à capital intensif. Donc, 5, c'est une grosse limite ici, il faut dire la vérité. Mais comme je dis souvent ici, il n'y a rien de gravé dans la roche. Par exemple, les rates, je ne vais pas prendre 5, je prendrai 10. Et encore, il y a des entités ici, même pas qu'il y a encore, je prendrai 10. Dans certains segments, dans certains secteurs d'activité, dans les rates, par exemple, les office rates, j'aurais tendance à aller privilégier des office rates ici avec des dettes nettes sur EBITDA ici, dans l'immobilier de bureau avec une dette nette sur EBITDA aux alentours de 6, sinon moins que ça. Tout simplement parce que c'est un secteur qui est en plein changement en date d'aujourd'hui, donc je veux la moins endettée possible. D'accord? Donc, je me réserve toujours le droit de faire... Il faut toujours avoir des marges de manœuvre, les amis. Évaluer une entreprise, c'est de l'art, c'est pas une science. C'est pas 1 plus 1, 2, 3... Non, 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 non. Ne le faites pas. Vous avez des grandes lignes et chaque grande ligne doit être interprétée dépendamment de l'entreprise que vous avez sous les yeux ici aujourd'hui. Vous allez le voir, je ne me comporte pas de la même façon dépendamment des secteurs d'activité. Et je ne vous dis pas ça pour rien. Tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que chaque secteur d'activité est différent et il faut savoir comment est-ce que vous allez vous comporter quand vous avez telle ou telle entreprise face à vous. D'accord? Bref, inférieur à 5, on aime ça. Donc, inférieur à 3 ici, c'est ce que j'aurais même préféré et c'est parfait pour moi. On est à 2,3, donc on est à peu près à la limite supérieure là. OK? 2,3. Alors que je ne veux pas plus de 2, je veux pas plus de 3. OK? So, en termes d'évaluation maintenant, ça va donner quoi? Je rappelle ici que le 50% discount sur le service top note d'analyse se termine aujourd'hui. OK? Généralement, vous recevez 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. 2 notes chaque mois, entreprises différentes. Ça fait à peu près 24 l'année. Et on a déjà à peu près aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, on a à peu près déjà en date d'aujourd'hui 18 entreprises mentionnées dans ce service-là. Certaines sont encore intéressantes en date d'aujourd'hui. Je pense même que la plupart sont encore intéressantes au prix actuel. Donc, quand vous vous abonnez, vous avez déjà la certitude d'avoir au moins une dizaine en date d'aujourd'hui. On en a encore à vous voyez 2 dernièrement. OK. Vous avez également les notes de suivi pour les entreprises qui me semblent intéressantes ici. Donc, c'est-à-dire que pas les entreprises qui me semblent intéressantes, mais les entreprises que j'ai déjà eu à mentionner précédemment. Donc, si je mentionne Apple en janvier, je reviendrai faire un suivi peut-être en juin par là, histoire de voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. OK. Et également, si on peut discuter avec les abonnés ici, si par exemple Apple mérite une mise à jour assez rapide ici, on pourrait également le faire. Dans tous les cas de figure, la seule chose que vous n'avez pas par rapport au top premium, c'est uniquement les demandes d'analyse quantitative. Et certains abonnés du top premium ici ont parfois reçu des formations incluses dans leur service. Et ici, si vous voulez, les 2 formations incluses ici, vous avez le top note d'analyse plus les formations. OK. À ce prix-ci. D'accord? Donc, plus la watchlist également d'entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. OK? Les watchlists, pas juste la watchlist parce qu'il y en aura 2 ou bien plusieurs. Donc, la watchlist générale. Ensuite, une watchlist peut-être qui sera séparée entre entreprises nord-américaines et entités européennes ici. OK? Bref, on verra. D'accord? Dans tous les cas de figure, on va voir ça. Donc, le lien pour avoir le discount ici est uniquement sur le premier commentaire épinglé. Vous cliquez dessus et vous aurez directement cette page. Comme vous pouvez le voir, le décompte, il est là. OK? Ça se termine à peu près dans 27 heures. Donc, on continue. Alors, nous avons ici, pour cette compagnie, vu qu'on a remarqué que c'est une entité qui n'a pas des marges assez élevées, quand on regarde ici les free cash flow et les net income, est-ce que les deux parlent le même langage? Je les prends, je mets sur le même graphique.
on constate ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas une chose, c'est un business à capital intensif. Il y a de grandes chances que les net income soient au moins l'équivalent des free cash flow. Ou bien que les free cash flow soient l'équivalent des net income, grand max. Donc, généralement, on devrait, quand vous remarquez qu'il y a une différence, il faut toujours aller creuser. Et sur Valeo, vous allez vous rendre compte d'une chose, si vous allez creuser sur Valeo, vous allez vous rendre compte que la dépense en capital est présentée de la mauvaise... On a déjà fait une vidéo dessus. Allez-y voir la vidéo que j'ai fait sur Valeo. On en a parlé. Quand je regarde ici le tableau des flux de trésorerie, je constate ici qu'en operating cash flow, on a près de 1,8 milliard. Ça ne me dérange pas. En dépenses en capital, on a près de 1,489 milliard. Au mois de décembre 2022, bien sûr. Donc la différence ici, on a à peu près 310 millions par là de différence. 310 millions de free cash flow. Pourtant, à cette période-là, c'est marqué quoi? C'est marqué ici qu'on a des free cash flow ici d'1 milliard. Vous savez pourquoi c'est marqué 1 milliard? Tout simplement parce que ici, ça ne prend pas en considération une dépense en capital qu'on appelle généralement, c'est une dépense en capital, c'est un intangible en fait. Lorsque la dépense en capital est scindée en deux sur cette compagnie-ci. Ok, on a une dépense en capital ici d'actifs tangibles et on a une dépense en capital ici d'actifs intangibles. Or, les deux ici vont dans le même sens. Ok, la plupart ici, quand il prend par exemple uniquement la dépense en capital d'actifs tangibles, or, elle dépense en capital ici pour les actifs intangibles chaque année. Chaque année. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui est inclus dans ces actifs intangibles-là. Dans tous les cas de figure, tout ce qu'elle gagne ici en dépréciation amortissement, il y a de grandes chances qu'elle dépense la totalité pour la dépense en capital. D'accord? Ce qui veut dire que le bénéfice net aura tendance à être l'équivalent ici des free cash flow. C'est pour ça que si je dois donc analyser cette compagnie, je dois regarder les bénéfices nets. D'accord? Et quand je check les bénéfices nets, on n'a pas grand-chose. OK? Et quand je dis on n'a pas grand-chose ici, c'est un business qui est sur les derniers mois, les dernières années ici, depuis 2017, ils ne font rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Je vais même essayer de normaliser les résultats, histoire de voir ici si on a des éléments négatifs ici exceptionnels. Voilà. Quand on normalise les résultats ici, vous voyez, on tombe sur le fameux 300 millions par là. Donc, vous remarquez quoi? Ici, j'ajuste. Voilà. C'est une entreprise ici sur les 10 dernières années qui a gagné 400 millions en moyenne. Sur les 5 dernières années, c'est 284 millions. D'accord? Qu'est-ce que je dois prendre? 400, 283. Pourquoi on n'est plus à 400 millions déjà? C'est la première question qu'on devrait se poser. OK? Donc, quand on regarde cette compagnie, on est à peu près à 350 millions ici. À 10 fois les bénéfices, ça sera à peu près la capitalisation boursière actuelle, hein, sans plus. Et quand on regarde même les prévisions, de vous à moi, est-ce que c'est un business qui vous intéresse? Quand vous regardez ces prévisions-là, elles ont l'air exceptionnelles pour le futur. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions 60%, 40% de temps ici, ils se trompent? OK? Et c'est une industrie assez cyclique. Et quand on regarde ici l'analyse scorecard sur les dernières années, depuis 2018, ils se trompent littéralement tous les ans. Est-ce que je peux faire confiance? Non. Les free cash flow, ça ne vaut même pas la peine d'aller les regarder parce que ces free cash flow ne représentent pas la véritable rentabilité de la compagnie. Donc, vous pouvez l'évaluer ici en prenant la valeur d'entreprise sur le revenu ou en prenant la valeur d'entreprise sur EBITDA. OK? Donc, moi ici, je dirais une chose. Si cette compagnie-ci m'intéresse, ce n'est pas quelque chose que je vais acheter à plus de 10 fois les bénéfices. D'accord? Ce n'est pas une entité que je vais acheter à plus de 10 fois les bénéfices. Donc, je dirais qu'elle est correctement évaluée au prix actuel. Et que si je l'achète, c'est parce que je pense réellement qu'en 2023, que je pense qu'en 2024 et 2025, on aura des bénéfices nets de plus en plus élevés. Qu'on va revenir à peu près à ce qu'on a connu à cette période-ci. Et je rappelle que depuis 2018, ils font des prévisions qui ont tendance à être très fausses. Donc, le business est très instable. Est-ce que vous voulez être investi sur ce genre d'entreprise? Donc, Valeo, les amis, ce n'est pas une entreprise qui devrait vous intéresser.
personnellement, sur les... quand on recherche la qualité, on n'aime pas... Ce type d'entreprise ne devrait pas vous intéresser. Parce qu'elle est trop instable. D'accord? Donc ça montre ici qu'elle... Soit elle se gère mal, soit le produit qu'elle propose ici... Voilà, le pouvoir de négociation ici des clients finaux est très élevé. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. OK? Donc, pour Valeo, déjà, est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là? Ouais, elle a les moyens de payer le dividende en question. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire en date d'aujourd'hui? C'est vrai que la dette nette sur EBITDA est aux alentours de 2,3. C'est correct, ça, c'est gérable. D'accord? Donc, je pense que ça sera uniquement purement value si on achète du Valeo en date d'aujourd'hui. Je vois pas de qualité là-dessus. Une boîte qualitative n'a pas de bénéfice net instable. D'accord? En tout cas, maintenant, si Valeo vous intéresse, c'est à vous de voir. En tout cas, si les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent, 3,50 €, on a un home run ici. Donc, si Valeo m'intéresse, je dois aller regarder pourquoi est-ce que les analystes pensent qu'on aura des résultats très élevés dans le futur. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Est-ce qu'on a un produit ici que les autres n'ont pas, de telle sorte que la commande viendra de Stellantis, Renault, donc que la commande viendra ici de plus de constructeurs à la fois? Je n'en sais rien. OK? En tout cas, c'est suffisant pour moi. En fait, quand je regarde ces éléments quantitatifs, c'est suffisant pour moi pour aller regarder ailleurs. Parce que je connais des entreprises dans les mêmes segments d'activité, enfin, qui font à peu près la même chose, mais qui ont des bénéfices nets plutôt stables. C'est dur pour cette compagnie, mais c'est plutôt stable et c'est plutôt prévisible. OK? Donc, faites attention, les concurrents également, même s'ils sont nord-américains ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas des produits en Europe. OK? Donc, il faut faire très attention à ce business. En tout cas, pour moi, Valeo, c'est un no-go. D'accord? Ne la mettez même pas dans une watchlist. Si vous la prenez, c'est purement spéculatif. Moi, je ne sais pas spéculer. En tout cas, ça me met très mal à l'aise. Donc, n'oubliez pas, en lien d'addition de la vidéo, vous avez le 50% discount. Vous avez également ici la top newsletter dans la description. Le premier commentaire épinglé, c'est le 50% discount pour la top note d'analyse. Et le discount en question se termine ce soir. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.